Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International et tout de suite c'est l'heure du courrier des auditeurs. ！Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs de ce samedi. Aujourd'hui, c'est Lisa Dufaux et Floriane Day qui sont aux commandes. Et oui, avec un invité spécial. Exactement. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. On va commencer d'abord par les concours et puis les actualités de la radio. Voilà. Et après, on répondra à vos questions, comme d'habitude. Exactement. Alors, on a le concours du mois de juin, pour lequel vous pouvez toujours répondre. La question est la suivante. Combien de groupes et artistes participent aux Jeux culturels de Paris en représentant Taïwan ? Voilà, il y a des activités culturelles qui sont organisées en marge des Jeux Olympiques. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs artistes, plusieurs groupes assez variés qui iront en France, qui ont été annoncés. Et donc, on vous demande combien sont-ils ? Voilà, il y a des cadeaux à gagner, comme d'habitude. Et comme c'était il n'y a pas longtemps la fête des bateaux dragons, on a des cadeaux tout à fait adaptés. On a des zongzi en crochet. Alors, je pense que c'est réalisé par Tiffen. Possiblement, oui. En tout cas, probablement. Ça a l'air très mignon. Je ne les ai pas vus, mais il y en a 5 à gagner. Donc, écrivez-nous et vous pourrez peut-être remporter votre petit zongzi en crochet. Qu'est-ce que sont les zongzi ? Alors, les zongzi, justement, j'allais en parler. C'est un aliment qui se mange en particulier pendant la fête des bateaux dragons. Donc, c'est du riz qui est cuit à la vapeur, à l'intérieur... À la vapeur ? Oui, je crois que c'est à la vapeur, mais oui. Ça peut peut-être être bouilli, je sais pas. Et qui est emballé d'abord dans des feuilles en forme de triangle, en fait. Un peu comme une petite pyramide, et souvent fourré avec de la viande ou d'autres ingrédients. Et donc, c'est vraiment... Il y en a ou parfois des cacahuètes aussi. Il y a des versions salées et versions sucrées, avec différences au nord et au sud de Taïwan. Oui, il y a un peu une guerre, j'ai l'impression, pour savoir si... Lesquels sont les meilleurs. Oui, c'est ça. Et donc, il faudra demander à Tiffen si ces zongzi en crochet, ils sont sucrés ou salés. Ou si c'est des zongzi du sud ou du nord. Voilà. Ok. Voilà donc pour l'anecdote du cadeau du mois. En tout cas, c'est original et personnalisé. Et puis, il y a aussi le concours trimestriel. Pour les mois d'avril, mai et juin. Donc, vous avez vraiment plus beaucoup de temps pour répondre à celui-là. Il faut nous dire quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Donc, ça vous fait faire un petit peu de recherche. Mais on a reçu des bonnes réponses. On a reçu des bonnes réponses et pas mal de réponses qui ne sont pas tout à fait correctes aussi. Il faut essayer encore. Donc, vous avez toujours le droit de modifier votre réponse si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez écrit. Et du coup, pour les cadeaux, ce sont des petites crevettes réalisées à base de paille en plastique, des pailles de boisson. Donc, c'est aussi un cadeau qui est en lien avec la question pour vous donner un petit souvenir de vos recherches. Mais la réponse, c'est pas les crevettes. C'est pas les crevettes. Ce serait trop facile, là, quand même. En tout cas, il y en a 6 à remporter. Donc, voilà, pareil, écrivez-nous. Que ce soit par mail... Ou par courrier. Par fax. Je rigole, je sais même pas si on a un fax. Mais ça nous fait plaisir de recevoir du courrier papier aussi, ou des cartes postales, si vous avez... Par pigeon voyageur. Comme vous voulez, comme vous pouvez. Par Facebook aussi, on peut avoir des réponses. Et voilà, donc on attend vos réponses. Et on va peut-être passer à notre invité mystère. Oui, tout à fait. Bonjour. Ah, pardon, vas-y. Bonjour. Alors, c'est une voix que vous avez peut-être déjà entendue dans certains doublages dans la revue de l'actualité de cette semaine. 3 dernières semaines, peut-être. Oui, même 3 dernières semaines, même déjà. Oui, le temps passe vite. Donc, est-ce que tu veux te présenter ? Eh bien, bonjour, je m'appelle Alex Desmules et je suis le stagiaire de RTI.
Et oui, il est là pour... Jusqu'en septembre, donc pour 4 mois, donc encore 3 mois au moins. Ok. Et comment est-ce que tu es arrivé à RTI? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? C'est une longue histoire. Moi, je viens de Sciences Po Lyon, donc les questions de sciences politiques, de relations internationales, d'histoire m'intéressent. Je suis franco-taïwanais, donc C'est la première fois, je crois, qu'on a un franco-taïwanais en stage. Ce qui est vraiment génial, je dois dire. Parce que, voilà, il sait très bien parler les deux langues. C'est un atout, hein. Mais merci beaucoup. Mais du coup, assez naturellement, dans mes recherches de stage, RTI est arrivé dans mes cibles, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais développer pendant ces quelques mois ici? Là, pour l'instant, vu que les Jeux Olympiques arrivent, il y a une série sur l'histoire de Taïwan et de la République de Chine aux Jeux Olympiques qui arrive dans un petit moment. Et puis, moi, je me suis spécialisé surtout sur l'histoire contemporaine de Taïwan et de la République de Chine. Donc là, typiquement, il y a un personnage que j'aimerais bien étudier qui est le général Sun Yat-sen, qui a été dirigeant des forces militaires à Taïwan à la fin de la guerre civile et qui a été enfermé à Taïwan par Chiang Kai-shek à partir de 1955. Il y a plusieurs lieux d'habitation où sa mémoire est honorée à Taïwan et ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur sa personnalité. Chouette, très chouette. Ouais, je connaissais pas, donc on finit pas d'apprendre des choses ici, c'est génial. En tout cas, vous allez entendre reparler d'Alex très bientôt. Ou même, vous allez entendre Alex parler bientôt. Voilà, donc en tout cas, on souhaite la bienvenue à Alex pour ton séjour ici. Et puis, on va continuer du coup pour aujourd'hui à répondre à vos questions parce que l'émission s'appelle Le Courrier des auditeurs et donc on va répondre à vos courriers. Et avant ça, je voudrais saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit. Donc merci à tous pour vos gentils messages. On a notamment Daniel Villon qui nous a écrit, Philippe Marsan aussi qui a reçu la fameuse cacahuète de Tiphaine. Et en fait, il voulait savoir ce que c'était. Il se demandait. Alors, j'ai découvert que c'est une cacahuète, que c'est un porte-bonheur ? Oui, c'est un aliment qui est porte-bonheur pour le Nouvel An. Et d'ailleurs, il y a une petite cordelette rouge où est attachée la cacahuète. Et j'ai aussi appris que la cacahuète, qui se dit huasheng en mandarin, peut aussi se dire changshengdo, qui veut dire haricot longue vie. Donc, d'où le lien avec la longévité, la prospérité et la santé aussi. Donc, c'est quelque chose qui porte bonheur, qui est censé porter bonheur, comme vous voulez. Voilà. Et on a aussi un rapport d'écoute de Gilbert Dupont qui apparemment a eu un peu de mal avec la fréquence 6005 kHz, donc on espère que ça va s'améliorer. On a aussi eu un message de Thomas Beg qui nous écrit de Bolène en France. Et aussi, on a eu 3 auditeurs qui nous ont écrit d'Algérie, Nagmouchi Nouari, Farid Boumechal et Myriam Sabine Arman. Donc, salut à vous. Et on a aussi 2 auditeurs qui nous ont écrit d'Inde, Ratan Kumarpol et Monsieur Nadi Moudine. Donc, bonjour à eux. On a aussi des messages de Tunisie, notamment Mohamed Amin Bari, et je crois plusieurs membres de la famille, puisqu'on a aussi reçu des mails d'Imen Bari, Mustapha Bari et Nesrine Bari. Donc, bonjour à toute la famille. Voilà. Bonjour à toute la famille. Voilà, on a aussi Pinguiroy qui nous a écrit de Clermont-Ferrand, Antonio Lopez et Nissa Fadri de Tunisie encore. Donc voilà, merci à tous et ça nous fait plaisir. Et continuez de nous écrire et de nous envoyer des rapports d'écoute. Voilà, on va passer aux questions maintenant. Est-ce que tu as des questions tu as reçu des questions, Floriane ? Oui, alors il y a beaucoup de questions, certaines un peu récentes et d'autres un petit peu moins. Il y en avait une du 30 mai de Jean-Michel Aubier, sur laquelle je voulais revenir parce qu'il demandait, par rapport aux amendements et aux débats qu'il y a au UN législatif, donc c'est pas terminé, mais il demandait
si ces amendements ont pour objet de renforcer les pouvoirs du Parlement et donc de limiter ceux de la présidence, est-ce qu'ils avaient été annoncés pendant la campagne électorale ? Parce que si cette volonté avait été plus ou moins clairement énoncée, il ne comprend pas très bien l'importance des manifestations et l'excitation des députés. Effectivement, les députés se sont un peu tapés dessus et il y en a plusieurs qui ont fini à l'hôpital le 17 mai, il me semble. Et puis, il y a eu quand même des scènes de violence assez impressionnantes quand même pour un Parlement. Et il dit par contre, en revanche, si ces décisions ont été sorties du chapeau tout dernièrement, on peut comprendre l'émotion soulevée. Donc, d'un côté, il y avait la volonté d'une modification de certaines lois et du régime parlementaire qui avait été annoncée avant, mais par tous les partis, y compris par le DPP. Le problème, c'est vraiment la manière dont ça a été amené et le contenu de certaines lois aussi qui n'ont presque pas été débattues. Donc, au début... Oui, c'est plus le processus. C'est beaucoup plus le processus. Qui a été critiqué comme un déni de démocratie que le contenu, parce qu'en soi, il y avait plusieurs amendements qui convenaient aussi à la minorité parlementaire. Mais il y avait aussi quand même des clauses qui posaient problème. Voilà, tous les députés étaient à la base ouverts au débat, mais la manière dont ça s'est passé, ça passait pas du tout, justement. Donc au début, il y a plus d'une trentaine d'amendements qui ont été proposés par le KMT, le Kuomintang et le TPP, le Parti du peuple taïwanais. Et puis plusieurs amendements aussi proposés par le DPP. Et en fait, tous ces amendements ont d'abord été conservés tels quels et renvoyés en session plénière pour être débattus ensemble. Et lors du jour du vote en deuxième lecture, qui était le 17 mai, une version finale a été révélée. Et la veille, Huang Guochang, donc le chef de file du TPP, avait dit que c'est un Zuegao Mimi, c'est un secret de plus haute importance. Donc, ils avaient sciemment caché la version qu'ils pensaient faire voter aux autres députés et à la population jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mal passé. Et en plus, ce jour-là, ils n'avaient pas donné aux députés une version imprimée du texte. Et le texte qui est censé être mis en ligne à l'avance n'était même pas en ligne le jour du vote. Donc, il n'y avait pas moyen d'avoir un débat autour du contenu du texte parce qu'il était voté, alors que les députés eux-mêmes n'étaient pas forcément au courant de ce qui se votait, en fait. Et ils avançaient article par article en votant à main levée, ce qui a aussi soulevé pas mal de questions parce que ça faisait plus de 30 ans que ça n'avait pas été le cas à Taïwan. Et donc, voilà, il y a eu un vice de procédure. En fait, ça fait longtemps que le KMT essaie de modifier les règles du Parlement pour que le vote soit connu, les votes des députés soient connus, pour pas que des députés de leur camp, notamment, votent contre des textes proposés. Mais même, c'est possible d'appeler les députés un à un par leur nom et d'avoir une réponse, et pas que ce soit juste à main levée, et du coup... les personnes comptent comme ils veulent et en fait, il n'y a même pas de preuve de qui a voté quoi. Quand c'est à main levée comme ça, en plus, les gens étaient à moitié en train de se taper dessus. Enfin, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc voilà, il y avait plusieurs manières de voter et c'était même... Enfin, voilà, ça a aussi posé problème. Il y a eu le fait que les dialogues... les amendements n'ont pas été étudiés et débattus de manière approfondie, article par article, puisque dès que quelqu'un soulevait une opposition, c'était très très vite écarté, et puis on passe à l'article suivant. Il y a le fait que... et puis dans le contenu des articles, il y a aussi le fait que les pouvoirs d'enquête du yuan législatif seront élargis, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander à n'importe qui de se présenter au Parlement pour répondre à leurs questions sur n'importe quel sujet. Donc ça peut être aussi bien des ministres qu'une personne lambda. Et la personne ne peut ni refuser de se présenter, ni refuser de répondre. Et si elle donne des informations fausses, et pas uniquement si elle ment en connaissance de cause, donc il suffit qu'on soit mal informé ou que... Une information approximative. Une information soit seulement approximative pour qu'on puisse être puni.
Et on n'a pas le droit non plus de poser des questions ou de répondre au-delà de ce qui est demandé, donc pas pour donner plus de contexte, pour nuancer. Si c'est pas ce qui est demandé, on n'a pas le droit de parler. Donc ça, c'est vraiment problématique aussi parce que ça crée une situation de déséquilibre en fait entre la personne qui vient apporter des réponses, un éclairage sur un certain sujet qui peut être tout à fait légitime pour les députés de demander leur avis à des experts pour préparer des lois. Mais la manière dont le cadre qui est posé ne convient pas tel qu'il est. En tout cas, il ne convient pas à tout le monde et c'est un des points de débat. Et aussi le fait que grâce à cette loi, ils auraient accès à des informations soit du domaine militaire, soit par rapport à des militants ou des opposants politiques au KMT en l'occurrence. Et ces informations ou des informations sensibles risqueraient d'arriver dans les mains du KMT et d'être transmises à la Chine. C'est une des peurs qui est soulevée aussi à travers, au sujet de cet amendement-là. Okay. Un autre point qui pose problème est que le président est appelé à faire un rapport une fois par an. Donc ça, il était d'accord pour ça à la base, de faire un rapport devant le Parlement une fois par an. Et par contre, ce qui pose problème, c'est qu'il demande à ce qu'il réponde à chaque question posée par les députés de manière immédiate et complète. Voilà. Donc à la base, il avait dit d'accord. Ou ce qu'il y avait avant, c'était qu'il pouvait y avoir un rapport, c'était pas nécessaire. Et il peut donner une réponse générale après que chacun ait posé ses questions. Mais là, le président n'est pas, en principe, à Taïwan, obligé de rendre des comptes au Parlement. Il est élu par le peuple et le peuple peut le destituer s'il y a besoin. Mais c'est le Premier ministre qui, normalement, se rend au gouvernement et qui répond aux questions des députés. Et ce n'est pas le rôle du président de faire ça. Donc là, il y a aussi un rapport de force qui cherche à changer. Donc voilà quelques-uns des points qui sont soulevés, qui font débat, à la fois sur le contenu et sur la procédure. Au final, le gouvernement a posé son veto sur cette réforme et il y aura des nouvelles discussions dans les jours à venir. Donc il y aura deux jours de discussion et un jour pour voter. Alors, il n'a pas vraiment posé un veto, il a demandé au Parlement de réexaminer les lois. C'est ça. Mais donc, le Parlement peut décider, après les avoir réexaminées, s'il les garde telles quelles ou pas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas complètement refusé. C'est juste lui demander au Parlement de reconsidérer ces lois-ci parce que certaines risquent de poser problème. Et le DPP a déjà annoncé que si les lois sont conservées telles quelles, les amendements, il demandera une interprétation au tribunal constitutionnel parce que le contenu de certains amendements est, selon eux, contraire à la Constitution. Donc affaire à suivre. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Parlement, on a aussi une question de Jacques Augustin qui demande combien de femmes compte le Parlement à Taïwan et si les femmes siègent au Parlement. Il demande aussi si les débats sont publics et courtois. Alors, je crois que pour cette partie de la question, on a répondu un petit peu tout à l'heure. Vous voyez, des fois, il y a des bagarres. Donc, ça peut être courtois comme moins courtois. Ça dépend des jours. Et ça dépend des projets de réforme, surtout. Donc, actuellement, on compte 41,6% de femmes députées au Parlement taïwanais. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un article publié le 18 avril qui rapportait que la présidente Xiaobi Kim la vice-présidente Xiaobi Kim avait déclaré que Taïwan devrait viser les 50% de femmes députées au sein du Parlement. Voilà, c'était lors d'un événement sur l'inclusion, l'accessibilité et la diversité organisé par la Chambre de commerce américaine à Taïwan et par l'Institut américain à Taïwan. Et la vice-présidente estime que c'est tout à fait possible puisque lorsqu'elle a quitté le Parlement en 2020, donc pour la législature 2020-2024, on était déjà à 41,6% de femmes députées. Et la précédente législature, au sein de laquelle elle a siégé entre 2016 et 2020, on était sur du 38,1%, donc un peu moins.
mais bon, c'est pas non plus un écart très important. Par contre, elle a aussi évoqué l'époque où elle est entrée au Parlement pour la première fois, c'était en 2002, et il y avait à l'époque seulement 20% de femmes. Donc en moins de 20 ans, la proportion de femmes au Parlement a tout simplement doublé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Taïwan a la plus forte proportion de femmes au Parlement au sein des pays de l'Asie du Sud-Est, ou de la région en tout cas. Donc, bon, il faut reconnaître que ce n'est pas bien difficile. Au Japon, on est à 10%, en Corée du Sud, 19%, 29% à Singapour. Et à titre de comparaison, ce taux est de 37,3% en France, du moins pour la législature qui vient d'être dissoute, de 31% au Canada et de 43% en Belgique. Donc la barre reste quand même relativement basse, Voilà. mais il y a des progrès qui se font tout doucement. Oui, 41,7%, on y arrive. On y arrive. Et en même temps, à la présidence du Parlement, c'est toujours un homme et bien macho. Et dans le gouvernement, il n'y a pas non plus la parité du tout. Et dans la répartition des postes, il y a aussi un déséquilibre important. Donc bon, en ce qui concerne le nombre de femmes au Parlement, effectivement, il y a une tendance à aller un peu plus vers plus d'équilibre à petits pas. Le comité d'égalité des genres de Taïwan, qui dépend du UN exécutif, avait aussi indiqué dans son rapport en 2022 que Taïwan avait la proportion la plus élevée de femmes au Parlement des pays de la région. Et il indiquait aussi qu'il y avait un écart de salaire de 14,8% entre hommes et femmes en 2020. Donc ça doit être les statistiques les plus récentes. Donc soit 0,1 point de pourcentage de moins qu'en 2019. Ouh là là. À ce rythme-là, c'est pas gagné. Hein. Voilà, donc en fait, le rapport indiquait aussi que les inégalités de genre au sein des industries traditionnellement dominées par les hommes se maintiennent, comme par exemple dans le secteur de la construction, avec par exemple l'exemple des femmes architectes qui ont été seulement 8,46% cette année-là à avoir déposé une demande pour créer leur propre cabinet, par rapport aux hommes, je veux dire. Désolée, ma phrase était un peu bizarre, mais j'espère que vous avez compris. Voilà, il y a aussi une organisation mondiale, l'Union interparlementaire, qui s'intéresse à cette question, qui publie chaque année un rapport sur les femmes au Parlement. Et dans le rapport 2023, qui a été publié cette année, l'Union interparlementaire a pris en compte le renouvellement de 66 chambres dans 55 pays à travers le monde. Et alors là, vous pouvez peut-être essayer de deviner la tête du classement. Ça sera plus ludique. Qui est à la tête quel est le pays où il y a la part la plus importante de femmes au Parlement ? J'aurais envie de dire un pays d'Europe du Nord. Même pas. J'aurais pensé à la Nouvelle-Zélande, mais vu qu'ils ont dissous leur Parlement il n'y a pas longtemps, je pense plus. C'est pas ça non plus. Je crois que le Mexique était très haut aussi. Oui, effectivement. Le Mexique est numéro 4, ex aequo avec Andorre et les Émirats Arabes Unis. Andorre. Waouh. Qui l'eût cru. Et alors, numéro 3, un pays d'Amérique centrale. Honduras. Non. Salvador ? Non. Bah non. Panama. Non. Costa Rica. Non. Le Nicaragua, du coup. Ouais, c'est ça, Nicaragua. Et en deuxième, c'est pas très très loin, mais plus sur le continent. Plus vers le sud, du coup. Plus dans le... Ça sera pas les États-Unis, ça, non ? Dans les Caraïbes. Ah. Cuba ? Ouais, c'est ça. Bravo. Donc Nicaragua, 53,9%. Cuba, 55,7%. Et en premier, on a un pays qui fait beaucoup parler de lui, notamment au Royaume-Uni. Alors, il y en a 3, mais qui du n'est coup. pas du tout au Royaume-Uni. Attends. Dans quel continent ? En Afrique. Égypte ? Non. Non. C'est le Rwanda, avec 61,3% de sièges qui sont occupés par des femmes à la Chambre des députés. Qui sont dans le Commonwealth, du coup. C'est pas mal. Waouh. On continue à en apprendre tous les jours. Voilà. Et le rapport rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un recul des droits des femmes dans plusieurs pays où ont eu lieu des élections législatives en 2023.
et que plusieurs femmes politiques de premier plan ont aussi dû quitter la politique à cause de menaces ou de burn-out. Donc voilà, il y a quand même... En tout cas, il y a certains pays où, par exemple, les femmes n'ont plus accès à la sphère politique, ce genre de choses. Donc il y a aussi... Où c'est plus difficile. Ouais. Et en termes de région du monde, ce sont les Amériques qui comptent le taux le plus élevé de femmes députées, avec 35,1% en moyenne. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la proportion de femmes qui occupent le rôle de présidente du Parlement dans leur pays, donc on parlait de ça tout à l'heure, cette proportion a augmenté pour atteindre 23,8%, soit 1,1 point de pourcentage de plus que l'année dernière. Bon, c'est une augmentation, c'est pas 0,1 point. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est aussi de voir l'effet des politiques de quotas, puisque les 43 chambres des pays où il y a eu une forme ou une autre de quotas ont élu en moyenne 28,8% de femmes, contre 23,2% dans les pays où il n'y a pas de système de quotas. Donc le système de quotas a quand même un impact relatif. Et je crois qu'on avait une dernière question. Oui, on avait aussi une question de Jacques Augustin sur le nombre de pompiers que compte Taïwan et s'ils sont militaires comme en France ou non. Alors ils sont militaires ? Alors, à la base, ils appartenaient au Jingcha Jiguan, donc aux organismes de police. Et en 1995, ils ont été séparés de cet organisme-là. Et donc maintenant, ils font partie du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est le bureau Xiaofangshu, donc le bureau national de lutte contre l'incendie, littéralement, qui fait directement partie du ministère de l'Intérieur, mais pas des armées. Donc, c'est un statut qui est ni vraiment militaire, mais pas bénévole non plus. C'est quand même un organisme d'État. Et par rapport à leur nombre, à la fin 2023, ils étaient 21 948. Officiellement à pouvoir exercer, mais en fait en activité réelle, ils étaient seulement 16 990, ce qui fait au niveau de la population un pompier pour 1378 habitants à Taïwan. Et c'est un ratio qui est vraiment trop faible. Par comparaison, en France, c'est un pompier pour 272 habitants, en comptant les pompiers volontaires. Donc c'est vraiment une différence énorme. J'ai l'impression que les pompiers n'ont pas les mêmes fonctions aussi. En France, on appelle les pompiers pour... ma grand-mère, elle appelle le pompier pour relever mon grand-père qui est tombé, tu vois. Enfin, en France, à Taïwan, ça ne marche pas comme ça. Alors, à Taïwan, ils ont 3 fonctions principales. La première, c'est la prévention des incendies. Donc, c'est aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est vérification du respect des règles de prévention d'incendies, etc. La deuxième, c'est l'extinction des incendies. Et la troisième, c'est les soins de premiers secours, c'est ça, les soins d'urgence. Mais ça inclut aussi, par exemple, aller s'occuper s'il y a un serpent ou s'il y a un animal comme ça. Donc ça, ils sont en train de voir justement pour déléguer aussi une partie des assignations, des responsabilités, parce que là, pour l'instant, en fait, les pompiers travaillent principalement par rotation, donc 48 heures en poste et 24 heures de repos. Mais des journées de 48 heures d'affilée, c'est énorme. Oui. Et ça leur fait une moyenne de 480 heures de travail par mois, alors que selon la loi basique du travail à Taïwan, le maximum, c'est 176 heures. Donc, c'est vraiment énormément de pression. C'est énorme pour un boulot où tu dois sauver des vies. Et justement, il y a un plan qui a été approuvé cette semaine pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des pompiers, avec une augmentation des effectifs, une meilleure sécurité sur les lieux de travail, un renforcement de la sécurité publique, plus d'équipements, la suppression des véhicules trop anciens, l'optimisation des casernes de pompiers et plus de formation. Donc voilà, leur situation n'est pas idéale et ils sont en train de travailler à améliorer un petit peu les choses parce qu'il y en a vraiment besoin pour résumer. Du boulot. Voilà. Ok. Merci Floriane. Et merci Jacques Augustin pour la question. Voilà, continuez à nous écrire et on vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. C'était Floriane Dai, Alex Desmules, Elisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.